Aujourd'hui, nous décollons sur le pont d'envol d'un porte-avions pour redécouvrir une icône absolue de l'aviation de chasse, le légendaire F-14 Tomcat. Comment les ingénieurs de Grumman ont-ils réussi l'exploit de créer un avion capable de se métamorphoser en plein vol pour dominer aussi bien les combats tournoyants que les interceptions à Mach 2? Pourquoi ce colosse de titane est-il devenu le vecteur opérationnel unique du terrifiant missile Phoenix, une arme conçue pour anéantir des bombardiers à plus de 160 km de distance? Et surtout, comment une machine aussi complexe, dont le mariage entre la cellule et les premiers moteurs fut si difficile, a-t-elle pu marquer l'histoire au point de rester irremplaçable durant 32 ans de service actif? Les réponses dans cette vidéo. Pour comprendre l'existence du Tomcat, il faut se replacer dans le contexte de la guerre froide où la marine américaine redoutait une attaque massive de bombardiers supersoniques soviétiques armés de missiles anti-navires. L'US Navy avait besoin d'un intercepteur capable de patrouiller longtemps, de détecter des cibles multiples et de les abattre avant qu'elles ne puissent lancer leurs projectiles contre ces précieux porte-avions. Le défi était immense car il fallait un avion agile à basse vitesse pour apponter sur un pont mouvant, mais aussi capable de pointes de vitesse vertigineuses pour intercepter l'ennemi. C'est ici qu'intervient l'innovation majeure du F-14, ses ailes à géométrie variable. Inspiré par des recherches datant de la Seconde Guerre mondiale, notamment le projet Messerschmitt P1101, les ingénieurs américains ont perfectionné un mécanisme permettant aux ailes de pivoter de 20 degrés pour le décollage à 68 degrés pour la vitesse maximale. La structure même de l'avion est un chef-d'œuvre de science des matériaux. Pour supporter les contraintes énormes générées par le pivotement des ailes, Grumman a utilisé du titane pour le caisson central, un choix dicté par les besoins de résistance thermique et mécanique à haute vitesse. Ils ont dû employer un processus de soudage par faisceau d'électrons dans des chambres à vide pour garantir l'intégrité du métal. Ce caisson est la colonne vertébrale du Tomcat, une pièce unique qui permet à l'appareil d'encaisser des facteurs de charge élevés malgré sa masse imposante. En dessous de cette structure, on trouve deux entrées d'air rectangulaires massives. Ces entrées sont équipées de rampes mobiles qui s'ajustent de manière continue pour ralentir l'air entrant à des vitesses subsoniques, car un moteur à réaction ne peut pas digérer de l'air supersonique sans risquer de graves dommages. La conception large du fuselage contribue également à la portance totale de l'appareil, un concept de corps portant qui permet de réduire la charge sur les ailes principales, particulièrement lors des évolutions à haute altitude ou à grande vitesse. Cependant, tout n'était pas parfait sous le capot du Tomcat. À ses débuts, l'avion était équipé des moteurs TF-30, initialement prévus pour le programme F-111B. Pour un avion de chasse destiné à des manœuvres violentes, c'était un choix risqué. Ces moteurs étaient connus pour leur décrochage de compresseurs, un phénomène où une manœuvre trop brusque ou un angle d'attaque excessif pouvait couper l'alimentation en air. Si un moteur s'éteignait à haute puissance, la poussée asymétrique pouvait envoyer l'avion dans une vrille à plat extrêmement dangereuse, une réalité tragique pour plusieurs équipages. Ce n'est qu'en 1984 que le Tomcat a commencé sa transition vers les moteurs F-110, bien plus fiables. Ces nouveaux réacteurs offraient un gain de poussée significatif, passant d'environ 93 nœuds à plus de 120 nœuds, avec post-combustion. Cette puissance accrue sécurisait les phases critiques du vol, bien que la post-combustion reste le standard opérationnel absolu pour s'élancer depuis le pont d'un porte-avions, la propulsion étant alors assurée par l'action combinée des réacteurs et de la puissance brute de la catapulte à vapeur. Le véritable cerveau du Tomcat résidait dans son nez, le radar AN/AWG-9. Avec une portée dépassant les 160 km/h selon la taille de la cible, il offrait une capacité de détection 2 à 3 fois supérieure à celle du radar embarqué sur le F-4 Phantom. Ce système pouvait suivre jusqu'à 24 cibles simultanément. Le missile Phoenix, ou AIM-54, était une bête de 450 kg capable d'atteindre Mach 5. Bien que le Phoenix ait été initialement imaginé pour le projet F-111B avorté, le Tomcat est devenu le seul appareil à le mettre en œuvre de façon opérationnelle. Contrairement aux idées reçues, ce missile n'était pas un champion de la voltige. Il était optimisé pour l'interception de bombardiers lourds à très longue distance. En mission réelle, le Tomcat devait gérer sa masse avec précision pour l'appontage. Si la charge totale était trop élevée par rapport aux limites structurelles des brins d'arrêt du porte-avions, la procédure consistait à brûler le carburant excédentaire. Le largage des missiles avant de revenir sur le pont restait une mesure de dernier recours, l'objectif étant toujours de préserver ce système d'armes complexe et onéreux. L'expérience de vol sur un tel appareil était un mélange de puissance brute et de complexité technique. Pour décoller, l'avion utilisait un système hydraulique qui abaissait le train avant de fixer la barre de lancement dans le sabot de la catapulte. Cette position inclinée vers l'avant permettait de configurer l'assiette de l'avion pour le lancement. Mais c'est bien la force de la catapulte qui fournissait l'énergie nécessaire à l'envol. Une fois en l'air, l'ordinateur de bord gérait l'angle des ailes pour offrir le meilleur compromis entre portance et traînée selon la vitesse.
Pour le contrôle du roulis, le Tomcat utilisait des spoilers sur le dessus de l'aile à basse vitesse et ses stabilisateurs horizontaux à haute vitesse. L'appareil intégrait également des matériaux composites innovants pour l'époque, notamment des éléments renforcés en fibre de bore sur les empennages et certaines surfaces de contrôle pour garantir une rigidité maximale. À mesure que la technologie progressait, l'AWG-9, pionnier par sa portée et sa gestion multi-cible, a été dépassé sur le plan de la précision, de la résistance au brouillage et de la fiabilité par les radars plus modernes du F-15 Eagle et du FA-18 Hornet. Malgré son allure de gladiateur des airs, le Tomcat était une machine exigeante en termes de maintenance. En moyenne, chaque heure passée dans le ciel demandait entre 30 et 60 heures de travail au sol, un chiffre pouvant fluctuer selon l'âge de la cellule et l'intensité des opérations aéronavales. L'avion possédait des caractéristiques techniques sophistiquées, comme des gants d'ailes gonflables pour assurer la continuité aérodynamique lorsque les ailes pivotaient vers l'arrière. Avec la fin de la guerre froide, la menace des bombardiers soviétiques a diminué. L'US Navy a alors privilégié la polyvalence et la fiabilité du FA-18 Super Hornet, plus simple à entretenir et mieux adapté aux missions multirôles du XXIe siècle. Le Tomcat a finalement pris sa retraite en 2006, après avoir servi de bouclier aérien pour les flottes américaines pendant plus de 3 décennies. L'héritage du F-14 reste pourtant gravé dans l'histoire aéronautique. Il a prouvé que la géométrie variable, bien que complexe, permettait de repousser les limites de l'enveloppe de vol d'un intercepteur embarqué. Jusqu'en 2026, seul l'Iran était capable de maintenir en état de vol une poignée de F-14, mais des frappes récentes auraient peut-être mis fin à leur carrière opérationnelle. Le Tomcat restera à jamais cet avion métamorphe capable de passer d'une approche précise sur un porte-avions à une interception supersonique. Il symbolise une ère où l'ingénierie navale n'hésitait pas à relever des défis monumentaux pour assurer la supériorité aérienne. Son architecture et sa silhouette iconique continuent de fasciner les passionnés de mécanique et de stratégie militaire, rappelant une époque où la puissance de détection et la portée des armes étaient les clés de la survie en mer. Voilà ce qui conclut ce décryptage. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à nous dire en commentaire votre avis sur l'ingénierie de l'F-14 Tomcat. Pensez-vous que les choix techniques de l'époque étaient les meilleurs face aux contraintes du porte-avions ? De nouveaux épisodes arrivent bientôt, alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer. À très vite.